Aujourd'hui, je veux te parler du film Gourou avec Pierre Niney et je dois avouer quand même quelque chose, c'est que je suis sorti de ce film assez partagé, assez, mitigé. Je vais pas parler du scénario en tant que tel du film, je trouve que l'histoire est plutôt bonne, elle se tient bien, il y a un petit côté thriller auquel je m'attendais pas forcément, mais qui m'a bien plu. Et puis très honnêtement, je suis pas un grand cinéphile, donc voilà, j'ai pas d'avis particulier sur l'histoire proprement parler. Aujourd'hui, j'avais envie davantage de m'attacher sur mon impression autour du monde du coaching. Je suis à mon compte depuis 2012. Je propose des accompagnements, des formations depuis plus de 10 ans. Et du coup, j'avais envie de partager ma vision vis-à-vis de la profession de coach, vis-à-vis de ce métier de coach. Pour revenir au film, en sortant, j'ai eu 2 réactions. La première, c'est que d'un côté, je me suis dit que ce film, c'était un peu une caricature exacerbée du métier du coach. Je me suis dit que c'était vraiment abusé. Je trouve que les discours, parfois, ils sont un peu creux, que le jeu est exagéré dans les échanges, ça, j'y reviendrai. Et de notre côté, je me suis dit: «Bon, ben, forcément, ces personnes-là, comme Coach Matt dans le film, elles existent vraiment, probablement avec leur lot de dérives» et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de réagir aujourd'hui et de faire cette vidéo, ce podcast, tu m'écoutes en version audio. Donc, personnellement, j'ai jamais vécu d'expérience qui m'ait fait ressentir ce côté gourou. J'ai participé à des formations, des stages, des ateliers, des séminaires, des retraites aussi, dans plein de domaines, du dev perso, des trucs très business, tout ça. Mais j'ai toujours choisi avec du recul, je pense, les personnes que j'allais voir. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas ressenti ça. Mais je dois reconnaître qu'une partie des personnes qui vont aller voir le film, donc qui vont aller voir ce film Gourou de Pierre Ninet, vont sûrement se dire le coaching c'est ça. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu problématique et c'est pour ça que j'ai envie de réagir aujourd'hui. Parce que personnellement, si j'avais cette image-là du coaching, si je n'y connaissais rien et que j'allais voir ce film, c'est l'image qui est véhiculée par le film, bah, probablement je penserais la même chose et je penserais que le coaching c'est un truc un peu sectaire, un peu bizarre et voilà. Le film, je trouve qu'avant tout, c'est un peu une caricature. Pour moi, ce que le film montre, c'est pas le coaching en tant que tel, c'est le fantasme du coaching avec un côté un peu caricatural, un peu fantasmé peut-être qu'on peut avoir, avec le côté un peu choix à l'américaine qui va être exagéré avec le fait de jouer sur l'énergie collective, tout le monde se lève, tout le monde crie ensemble, des choses comme ça. Une forme d'adulation aussi qui est démesurée d'un individu, donc en l'occurrence Coach Matt, qui devient de fait bah, ce gourou-là qui est présenté dans le film. Dans cette caricature, il y a aussi le côté un peu storytelling autour de la performance, le côté performatif qui est basé sur la notion de il faut réussir à tout prix, coûte que coûte, avec, je trouve, une absence de méthode qui est claire dans son approche, qui est basée sur un côté très inspirationnel, avec des phrases assez creuses finalement, avec des belles métaphores, mais il y a pas de substance, et pour moi, c'est pas ça le coaching. Et aussi une posture de sauveur du coach Matt, mais qui, je pense, en réalité cache autre chose. Ça lui permet d'exister en se mettant en avant. Et souvent, c'est quelque chose qu'on voit, c'est que derrière le fait de vouloir sauver des gens, si on n'a pas travaillé plus en profondeur sur cet aspect-là, alors que les gens ont peut-être rien demandé la plupart du temps, bah, il y a une volonté de se mettre en avant et d'exister parce qu'on n'arrive pas à exister autrement. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Et dernier point, c'est le côté un peu spectacle, le show un peu avant l'accompagnement finalement, où il dit clairement dans le film qu'il joue un rôle, il dit à son frère, et qui se met dans la peau d'un personnage. Donc ça, c'est un peu le côté négatif, je trouve, du coaching et qui existe probablement. Alors que pour moi, le coaching, c'est peut-être pas tout l'inverse, mais quelque chose d'assez différent, avec des questionnements profonds pour trouver des solutions à ces problématiques, à ces problèmes, à ces doutes, pour avancer. Des méthodes qui sont testées et approuvées, qui peuvent aussi varier en fonction des besoins, en fonction des individus. Une posture aussi qui est très importante, et ce que n'a pas le coach Matt dans le film, une posture de recul constante pour éviter le côté, ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que ça nous renvoie à quelque chose de personnel et qu'on ait une interprétation qui n'a pas lieu d'être. Je pense aussi qu'il y a un truc très important dans ma vision du coaching, c'est qu'il n'y ait pas de solutions qui soient imposées, de solutions préfabriquées imposées à la personne qu'on accompagne. Et là, dans le film, à un moment, il demande carrément à un père de famille de démissionner en direct. Et ça, clairement, pour moi, c'est pas quelque chose d'éthique dans le domaine du coaching. Donc, il y a ces points-là. Et le dernier point, c'est
Un côté, autour de l'ego en mode sauveur comme je te disais. C'est pour moi le symbole de profonde blessure qu'on peut avoir et il y a le fait aussi, dans l'éthique que je prône, en tout cas que je vois dans le monde du coaching, de savoir dire que je suis pas la bonne personne ou j'ai pas les qualités, les compétences pour t'aider et aiguiller la personne vers, je sais pas, un psychologue, un thérapeute, autre, mais avoir ce recul-là, ce que le coach Matt ne semble pas du tout avoir, dans le film. Donc dans ma vision, un vrai coach, c'est pas un coach qui va créer des dépendances, il cherche pas non plus à être admiré ou adulé. Si c'est le cas, c'est probablement que le coach il répond à une de ses blessures ou à plusieurs de ses blessures d'ailleurs, et c'est plutôt problématique. Moi, un vrai coach, il travaille à rendre la personne autonome, il travaille à essayer d'aider la personne à comprendre ce qu'elle vit, pourquoi elle le vit, comment elle vit, et il aide à comprendre son fonctionnement, identifier ce qui la bloque, en lien avec un objectif qui est clairement identifié, et il n'y a pas ce côté spectacle qu'on peut voir dans le film. Donc, il y a, par contre, un vrai débat, je pense, derrière ce film, qu'on voit peut-être pas au premier plan. Et pour moi, il pose une question qui est centrale, c'est la question de qui définit la compétence dans notre société. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les individus? Est-ce que ce sont les deux? Donc, si tu as vu le film, tu vois de quoi je parle. Si tu l'as pas vu, j'ai pas envie de te spoiler complètement, mais il y a un peu cette idée, parce qu'on l'a vu dans des extraits de est-ce que l'État doit réglementer, doit mettre en place un diplôme pour les coachs? C'est une députée, une sénatrice, je crois, qui se bat pour ça, pour éviter les dérives sectaires. Et du coup, je vois trois points importants pour répondre à cette question. Le premier point, c'est un peu la confrontation entre une vision de valorisation du diplôme versus la vision de la valorisation de la compétence terrain. Et du coup, pour ça, je vais prendre mon exemple parce que je pense qu'il est parlant. Peut-être que tu le sais pas. J'ai un master 2 en urbanisme et projet urbain, donc j'ai fait c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Et une fois en bureau d'études, donc le master ça dure 5 ans où tu apprends plein de connaissances, de compétences, tout ça dans le domaine de l'urbanisme, l'aménagement du territoire, tout ça. Et une fois en bureau d'études, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'utilisais peut-être 5-10% de ce que j'avais appris réellement. Il y a qu'un faible pourcentage qui m'était réellement utile pour mon quotidien. Et à l'inverse, j'ai eu un apprentissage sur le terrain qui était massif parce que moi, je faisais de l'accessibilité, donc c'était dans une ancienne vie, un ancien métier. Et j'avais jamais fait d'accessibilité à l'école, on m'avait jamais formé à ça. Et du coup, 90-95% de ce que je faisais dans mon quotidien, c'était pas un truc que j'avais appris. Et du coup, ça, c'est un point qui est important parce que finalement, on peut questionner cette notion de diplôme va être compétence terrain. Et tu peux faire des diplômes, mais la réalité souvent est très différente de ce que tu as appris à l'école. Alors, l'école apprend d'autres choses, on le verra, mais c'est important de le souligner. À l'inverse, en photo, je me suis lancé en 2012 en tant que photographe. J'ai eu de l'apprentissage avec des workshops, des formations, des ateliers, des vidéos sur YouTube, beaucoup de mise en pratique. Je crois pas au côté autodidacte, je crois pas que quelque chose vient de nous, sans rien. Je pense que c'est beaucoup d'expérience avec l'extérieur qui crée ça. Et du coup, j'ai pas de diplôme officiel, mais j'ai une reconnaissance éditoriale. Il y a, la maison d'édition Erol, avec notamment Hélène, qui est l'éditrice, hein, responsable de la partie photo, qui est venue me chercher pour écrire un livre sur le portrait. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un domaine où je suis pas formé par, quelque chose d'étatique, on va dire, d'officiel. Et pourtant, je me suis formé de plein d'autres manières et j'ai une reconnaissance dans ce domaine. En coaching, pareil, j'ai un apprentissage un peu hybride avec beaucoup de pratiques, en me faisant accompagner à côté, avec beaucoup de formations aussi, des ateliers, des conférences, tout ça. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que dans ce premier point, c'est moi, je me sens personnellement 100 fois plus compétent comme photographe ou comme accompagnant, comme coach, sans diplôme officiel, que comme urbaniste diplômé. Et je trouve qu'on met beaucoup de valeur sur le diplôme, alors qu'il n'est pas forcément un gage de compétence. Hem, Tu vois, par exemple, dans mes études, d'urba, j'ai fini major de promo et en fait, ça m'empêchait pas de pas être, forcément bon dans plein de domaines quand j'ai commencé à bosser parce que j'y connaissais rien et c'était pas gage de qualité. Donc le coach Matt, d'ailleurs, dans le film, à un moment, il intervient sur le plateau d'Hanouna. Bon, je suis pas sûr que ce soit une vraie référence, hein, mais, il dit quelque chose du style, est-ce que vous avez un diplôme d'animateur télé pour exercer? Est-ce que ça définit votre qualité? Et en fait, bah, on voit bien que non. Et du coup, on voit que dans plein de domaines, le diplôme, il peut amener à une vision du monde, il peut amener à une expertise, effectivement, à des connaissances, mais il ne garantit pas la qualité, la fiabilité de la personne. Et je crois qu'on confond souvent deux choses, c'est la légitimité administrative, le fait d'avoir un droit parce que les choses sont encadrées, et la compétence réelle. Et souvent, les deux sont mélangés, et du coup, c'est pas hyper clair. Donc, un diplôme, il valide un parcours, il valide un processus qu'on a suivi, mais la compétence, elle se construit pour moi dans l'expérience, dans la
répétition, avec des erreurs aussi qu'on peut commettre et qui façonnent un petit peu notre manière de voir le monde et notre manière de partager, d'enseigner, d'aider les autres si on fait du coaching. Dans mon parcours, que ce soit en photo ou en accompagnement, finalement, j'ai appris en pratiquant, en me trompant énormément, en refaisant, et en me faisant moi-même accompagner continuellement depuis plus de 15 ans. Et je pense que la supervision, le fait de continuer à se former continuellement, le fait de se remettre en question, le fait d'être critique aussi avec soi-même, c'est un critère qui est beaucoup plus important que le simple fait d'avoir un diplôme affiché pour dire voilà mon passe-droit finalement. Il y a aussi un point essentiel dans le film, c'est, enfin qui n'est pas abordé dans le film, c'est pour moi le résultat des clients sur le terrain. Parce que si des personnes sont prêtes à débourser beaucoup d'argent pour participer donc au séminaire comme dans le film avec plusieurs milliers d'euros, c'est forcément qu'ils en retirent quelque chose en retour. Et le résultat, il est peut-être pas toujours quantitatif, mais il peut être aussi qualitatif, je pense, avec peut-être plus d'espoir pour la personne, une nouvelle motivation, je sais pas, autre chose, peu importe, je sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui manque aux personnes à la base et qu'elles viennent trouver grâce à un service. Parce qu'il ne faut pas oublier que le principe même du commerce, c'est un échange de valeurs entre plusieurs individus, là en l'occurrence deux, ou une entreprise, une entité, dans le but de répondre à un besoin. Deuxième point que je voulais aborder, c'est effectivement que tous les métiers ne se valent pas, parce que je vois venir en mode, bon, bah, il est bien sympa, mais il y a d'autres exemples qui font que c'est important d'avoir un diplôme. J'ai un exemple très précis qui me concerne. J'ai subi une lourde opération du cœur il y a un peu plus d'un an. On est d'accord que ouvrir un cœur en deux, enfin, un corps en deux, recoudre un cœur, c'est très différent d'un coaching autour d'un questionnement un peu existentiel. Donc oui, je suis pas contre les diplômes, je veux pas véhiculer ce message, je veux pas qu'on pense le contraire, mais je trouve qu'il y a des enjeux qui sont différents et en fonction des enjeux, je trouve que c'est pas les mêmes sujets. Donc non, on fantasme que le diplôme il garantit forcément une compétence et je pense qu'un diplôme peut apporter énorme garantie. Il peut être rassurant, il peut apporter des bases solides sur le fait d'être sûr que la personne est au moins, en théorie, suivi un cursus qui est adapté, mais je trouve qu'il ne définit pas totalement les qualités de la personne. Et d'ailleurs, pour revenir moi sur mon opération du cœur, j'ai été envoyé à un chirurgien spécialisé par un professeur d'un grand hôpital à Marseille qui m'a dit que c'était le meilleur dans son domaine par rapport à ce que j'avais. Et j'imagine qu'il est devenu le meilleur davantage grâce à son expérience, sa pratique, à tout ça, qu'au diplôme qu'il a obtenu il y a 30, 35, 40 ans, je sais pas. Donc ça, c'est un point important. Le troisième point, c'est le fait que le monde change aussi énormément avec l'IA et avec l'accès au savoir. Et ça, je pense que on en parle peut-être beaucoup de l'IA, mais pas sur cet aspect-là, où avant, il y avait vraiment une valeur qui était basée surtout sur de la connaissance, où avoir des connaissances, c'était très important parce que c'était réservé à un petit monde. Moi, quand j'ai commencé mes études, il fallait que j'aille à la bibliothèque universitaire pour ouvrir des bouquins et pour trouver des sources de données. Après, ça s'est développé un peu avec Internet, avec Google, tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'IA, la valeur, elle me semble beaucoup plus liée aux compétences acquises et à l'expérience qu'aux connaissances. Parce que les connaissances, il suffit d'ouvrir un ordinateur, un téléphone et de demander à une IA. Et on a accès à la connaissance du monde entier et à des choses bien plus importantes que ce qu'on aurait pu savoir auparavant. Donc l'IA, elle rend la connaissance très accessible, très facile. Et du coup, pour moi, ce qui devient peut-être de plus en plus rare, c'est justement l'expérience. Et c'est de faire le lien entre plusieurs choses. De faire le lien entre euh, un vécu, un parcours, un truc qu'on a nous vécu ou un truc qu'on a conscientisé, qu'on a appris. Et c'est pas juste rabâcher de la connaissance, c'est pas juste déballer de la connaissance, c'est arriver à faire ce lien-là. Donc, ce qui devient de plus en plus précieux, c'est la capacité à être présent et peut-être justement à remettre l'humain au centre de nos pratiques. Alors je sais que certaines personnes vont me dire oui mais bon, ok c'est sympa mais il y a quand même des dérives sectaires dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement. Alors oui probablement que ça existe, c'est vrai, mais je pense que c'est comme dans plein d'autres domaines, comme dans la finance, quand on te vend un prêt sur 24 mois alors que tu es déjà en galère, bah du coup elle est où l'éthique derrière? La religion quand on te propose d'adhérer à un message qui est préétabli, bah voilà, est-ce que il n'y a pas une dérive aussi sectaire derrière? Un médecin qui va te prescrire des médicaments pour te rassurer ou je sais pas, autre chose alors que tu n'en as pas forcément besoin, ou en marketing, quand tu t'endettes pour acheter, te payer le dernier iPhone, c'est aussi pour moi des dérives, mais je pense que c'est des choses qui font partie de la vie et je pense que c'est erroné de penser qu'une société peut exister avec que du bon, que du parfait, parce que par définition, je pense qu'il y a autant de bien et de mal dans toute chose, mais c'est juste qu'on ne le voit pas. Bon, ça, c'est un autre sujet, j'en parle dans d'autres vidéos. Donc pour moi, le problème, c'est pas le coaching en soi, le problème, c'est plus la prise d'ascendant psychologique que peuvent avoir certains coachs sur les gens
et je crois pas qu'un diplôme empêche ça. Je connais des psychologues qui sont, donc diplômés, qui ont fait plein d'études, qui sont jamais fait accompagner pour autant dans leur vie, qui sont bourrés de traumas, qui ont, forcément des réactions par effet miroir sans même s'en rendre compte avec leurs patients et en même temps, c'est que totalement humain et c'est OK parce que c'est un apprentissage. Donc le danger, je pense qu'il commence quand quelqu'un, te retire de la souveraineté ou en tout cas retire de la souveraineté, pardon, à des individus, peut retirer ton pouvoir, ta capacité à être lucide, ton libre arbitre, ta capacité à prendre du recul, à évaluer ce dont tu as vraiment besoin. Voilà, tout ça, là, je pense, c'est problématique. Et je pense que si on avait vraiment envie d'éradiquer les dérives sectaires dans un pays, l'idéal, ce serait plutôt que de réguler ça, à mon avis, davantage de mettre des gros moyens sur l'éducation depuis tout petit, parce que j'ai vraiment ce sentiment que plus une population est éduquée, plus elle est consciente, plus elle est ouverte d'esprit, plus elle est bienveillante, formée, compétente, et plus les choses se passent bien. Je sais pas comment le qualifier, mais tu vois mon idée. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais tout aujourd'hui, moi personnellement, pour aider les personnes à avancer. J'ai vraiment à cœur de les aider à mieux se connaître, à mieux comprendre leur fonctionnement interne, mieux comprendre leur réaction émotionnelle, à identifier leurs blessures, leurs vides, afin que les personnes puissent se sentir vraiment mieux, donc déjà avec elles-mêmes et avec les autres. Si ça t'intéresse, j'ai une vidéo juste en description pour t'aider à mettre un petit peu ta singularité au cœur de ta vie et vraiment aller voir qu'est-ce qui peut se jouer à d'autres niveaux de conscience, peut-être dans ce que tu vis, pour être beaucoup plus conscient de quitter et te sortir de ça. C'est le premier lien en inscription. Donc pour conclure sur les dérives, pour moi, le vrai danger, c'est pas l'absence de diplôme en tant que tel. Le vrai danger, c'est plutôt le pouvoir. C'est quand une personne, elle commence à croire qu'elle détient la vérité. C'est quand elle se place au-dessus des autres et commence à affirmer, ses croyances, à affirmer son positionnement sans aucune prise de recul, qu'elle a pas de discernement. Donc non, le problème pour moi, c'est pas tant le coaching, le problème, c'est plus l'ego de certains hommes et je parle d'hommes parce que je pense que ça concerne beaucoup plus les hommes malheureusement, qui se pensent supérieurs ou qui se voient supérieurs. Donc est-ce qu'il faut réguler ou pas le monde du coaching? Je pense qu'on peut se poser plusieurs questions. À partir de quand l'État doit intervenir pour protéger les individus? À partir de quand cette intervention elle devient plutôt paternaliste, elle n'est pas nécessaire? Mais il y a aussi une autre question peut-être qui est plus inconfortable à se poser derrière ça, c'est à quel moment le client ou la personne, l'individu, il reprend sa responsabilité, il reste responsable. À quel moment on délègue sa souveraineté à quelqu'un d'autre? Parce que derrière ça, c'est ce qui se passe dans le film quand ce qui est critiqué, c'est que des personnes investissent beaucoup d'argent, toutes leurs économies. Ben, du coup, l'idée, c'est comment on peut finalement s'abandonner parfois à soi, totalement aux autres. Comment des personnes qui délèguent leur responsabilité individuelle à une figure d'autorité vont se décharger un peu de la responsabilité. Et je crois qu'un accompagnement sain, dans le coaching notamment, l'accompagnement de manière générale, pardon, ne fonctionne que si les deux personnes restent responsables. Un coach n'est pas un sauveur et un client n'est pas une victime à sauver. Donc si on rentre dans un jeu un peu de dépendance, du coup forcément c'est un jeu qui est pas sain du tout. Donc le vrai sujet de ce film finalement et pourquoi il sort maintenant, je me demande si c'est pas euh, le fait de pas tant de parler du coaching que davantage de notre époque. On vit dans une société où beaucoup de personnes sont complètement perdues. Je pense que tu le vois autour de toi, peut-être que c'est ton cas, je sais pas. Des personnes qui sont un peu désorientées, qui sont égarées dans leur identité, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, qui sont perdues dans leur place au sein peut-être de leur famille, de leur groupe, de leur travail de manière générale, du sens qu'elles veulent donner à leur vie aussi. Et je pense qu'il y a un vrai questionnement qui est beaucoup plus profond à se poser que simplement autour de l'univers du coaching, parce que quand on est perdu, on cherche des figures d'autorité fortes auxquelles s'attacher. On va chercher des repères, on va chercher des certitudes que l'on ne ressent plus à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi. Et peut-être que le film, il parle davantage de notre besoin d'appartenance à un groupe ou d'appartenance à une communauté avec qui ça va résonner que du coaching lui-même, finalement. En tout cas, c'est peut-être comme ça on peut le voir. Et moi, je vois pas de différence notable aujourd'hui avec ce qui se passe depuis des milliers d'années, j'allais dire des millions, mais non, j'exagérerais, mais depuis des milliers d'années, avec les humains qui ont juste un besoin de raconter des histoires. Je sais pas si tu as lu le livre Sapiens, et l'auteur dedans, il explique que la différence
différence entre l'humain et les animaux, c'est notre capacité à expliquer, à imager, à raconter des histoires qui sont des histoires complexes. Je crois qu'il prend l'exemple au bord d'une rivière de dire, ben voilà, au bord de la rivière, tu as tel élément, tel truc, tout ça. Et ça m'avait marqué parce que je pense que c'est profondément juste. Je pense que notre capacité de l'humain, c'est le besoin d'un référentiel commun, le besoin d'histoires à se raconter, d'histoires auxquelles se rattacher. Donc au Moyen Âge, on a vu l'émergence, par exemple, des églises qui apportaient de la structure, l'accès à une communauté, l'accès avec peut-être une promesse aussi de une aide extérieure pour se sentir soutenu. Et je crois que le coaching moderne, finalement, il apporte un peu ça. Il apporte un peu ce sentiment de l'accès aussi à une communauté, une promesse de transformation, qui est parfois un peu radicale, et c'est peut-être là les dérives, mais un cadre qui semble nouveau, qui parle probablement aux personnes et qui est sécurisant. D'ailleurs, un truc que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, le mot coaching, il veut tout et rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voyait du coaching sportif, du coaching, je sais pas, en nutrition, du coaching business, du coaching de vie, du coaching de prise de parole en public, du coaching pour le couple. Enfin, bon, je pourrais faire une liste qui dure des heures et des heures. Mais derrière le coaching, finalement, je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement que les gens ont, un besoin d'aide extérieure qui s'est créé ces dernières années par nécessité. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur l'évolution de l'accompagnement à travers les âges, donc je remonte assez loin, tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Et j'ai vraiment le sentiment que de tout temps, l'être humain a eu besoin de trouver des repères pour avancer. Donc comme je t'ai dit, avec l'église, aujourd'hui avec peut-être le coaching, avec plein d'autres exemples, il ne peut rien avoir, mais seulement aujourd'hui, les gens, ils sont pressés. Tout va vite, peut-être un peu trop vite. Et je crois que le film, il montre aussi une transformation qui est spectaculaire, qui est rapide, qui est émotionnelle, qui est importante grâce au coaching. Et c'est ça aussi qu'à mon sens critiquable, parce que le vrai travail intérieur, le travail de connaissance de soi, le travail pour avancer sur sa conscience, sur sa perception du monde, dans ses relations, tout ça, soit un travail qui est inconfortable, soit un travail qui est assez subtil, et c'est un travail qui se fait dans la durée, c'est un travail qui est long. Et pour le coup, c'est sûr que c'est moins spectaculaire, c'est moins cinématographique à montrer dans un film. Donc il y a aussi ce parallèle qu'on peut faire où forcément pour qu'un film puisse être intéressant et que les gens aient envie de le voir, on va pas montrer un coach qui fait 15 séances sur 6 mois, un an, j'en sais rien, et qui prend le temps avec des petites transformations qui vont aider la personne durablement, mais où il n'y a pas cet effet de switch immédiat. Donc peut-être que pour conclure, je crois que le problème, ce n'est pas tant qu'il y ait des coachs sans diplôme. Le problème, c'est quand il n'y a pas de compétences, pas d'éthique, pas de conscience derrière ce que le coach fait. Parce que, je le redis, mais un diplôme, pour moi, il garantit pas la conscience de la personne, il garantit pas la compétence de la personne. L'absence de diplôme ne garantit pas non plus que la personne ne soit pas incompétente, hein, c'est OK. Mais peut-être que ce qui garantit quelque chose, c'est l'humilité, c'est le fait de reconnaître que personne n'est supérieur à personne, sa capacité à se remettre en question, peut-être continuellement, sa capacité aussi à être honnête avec soi-même, aller voir ses blessures en face, à les dépasser plutôt que de les faire subir à la société, à ses amis, à ses clients, parce que c'est aussi ça. Moi, je vois le coach Matt qui est fragile, le coach Matt qui a ces blessures-là et qui veut prouver quelque chose, qui veut prouver quelque chose à son frère, prouver quelque chose à la société. C'est deux mondes qui s'opposent. Il y a le monde de son frère qui est ingénieur, à qui tout réussit, qui a fait des études, et lui qui s'est fait sur le tas. Et finalement, je pense que ça répond beaucoup plus à ses blessures de voilà ce que je veux prouver qu'à autre chose. Donc pour ma part, je suis très heureux que ce genre de film existe parce qu'il permet de se questionner sur la pratique du coaching, il permet de se questionner sur le monde du coaching, et je trouve que c'est toujours intéressant, et je suis vraiment pas pour qu'on reste sans rien faire, effectivement. Et j'espère avoir participé avec ce contenu, avec cette vidéo, si tu me regardes sur YouTube ou en audio sur le podcast, avoir élevé le débat. Et je suis curieux d'avoir ton retour aussi de qu'est-ce que tu as pensé du film si tu l'as vu, qu'est-ce que tu penses aussi de ce milieu du coaching, comment tu le vois, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça. Prends soin de toi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ou en audio si tu m'écoutes sur ton app de podcast préféré, et j'ai hâte d'avoir tes retours en commentaire.